Pourquoi a-t-on retrouvé une tête coupée dans un champ, dans un quartier tranquille, d'une ville sans problème? D'où est-elle sortie? Est-elle morte de mort naturelle? Quelqu'un voulait qu'on retrouve cette tête. Quelqu'un aimait cette femme. Sa famille ne sait peut-être même pas qu'on l'a retrouvée. Mais qui peut commettre une telle atrocité? Economy Borough, l'endroit où ça s'est produit, se trouve dans l'ouest de la Pennsylvanie. Les gens sont aimables, ils ont de très belles maisons et on y trouve aussi de magnifiques exploitations agricoles. Dans le comté de Beaver, en général, quand on a un crime, c'est qu'un type a tiré sur un autre et on sait tout de suite qui est qui, affaire classée. Mais cette fois, c'était totalement différent. C'était un vendredi après-midi. Un garçon de 15 ans marchait dans les bois après les cours. Un jeune homme qui s'intéressait à la chasse. Il se dirigeait vers un endroit où l'on découpe et prépare la venaison pour les chasseurs. Et c'est là qu'il est tombé sur un objet dans les bois. Au début, il a cru qu'il s'agissait d'un de ces amas d'entrailles que les chasseurs abandonnent après avoir éviscéré un cerf. Mais il a vite réalisé qu'il s'agissait d'une tête humaine, coupée. I'm just looking at the road and I found a human head. How do you see human head? So I went down and it's a head. And you left it there? Yeah, I did not touch it. I did not do anything. Just go stand where it's at and they're on their way over there, okay? Okay. Un de nos agents, Gianetic, a été envoyé sur les lieux. Arrivé sur les lieux, j'ai vu un adolescent, ici, qui me désignait la forêt. Je lui ai demandé s'il était descendu la toucher, il m'a répondu que non. Au début, on se disait tous que ça devait être une blague ou quelque chose dans le genre. Mais c'était bien une tête humaine. Et là, j'ai appelé mon chef pour lui dire « On a un gros problème ». Je me suis dit, s'il me demande de venir, c'est que la situation est très grave. Est-ce qu'on a un individu détraqué en liberté, qui tue des gens et les découpe en morceaux, qu'il va éparpiller partout? Très rapidement après cette découverte, j'ai contacté Andy Gall. Je lui ai dit, accroche-toi bien, on a retrouvé une tête coupée dans la forêt. C'est toujours moi qu'on contacte. Dès qu'il se passe quelque chose de bizarre, on appelle Andy. J'ai vite remarqué que cette tête était là depuis peu. On était début décembre, les feuilles continuaient de tomber à certains endroits. Et la tête se trouvait sur un tapis de feuilles et n'était recouverte d'aucune feuille. Elle se trouvait à environ 9 mètres de la route. Elle semblait être toujours en bon état. Elle n'était pas décomposée. On a tout de suite remarqué que le nez était légèrement aplati au bout, comme si la tête avait passé du temps dans un contenant, une boîte par exemple. Après inspection, ma première impression a été qu'il s'agissait d'une femme. Elle avait les cheveux gris, bouclés avec du volume. On s'est dit que ça devait être une femme âgée. Dans un premier temps, on a estimé qu'elle devait avoir entre 60 et 80 ans. En général, je cherche les blessures par balle, les éclaboussures de sang. Mais là, on n'avait rien de tout ça. On n'était même pas certain qu'un crime ait été commis. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'était un meurtre. On a envoyé des agents en uniforme arpenter le champ à la recherche d'autres morceaux du corps, d'un quelconque indice. C'est l'une des scènes de crime les plus pauvres en indices sur lesquelles j'ai travaillé, et assurément l'une des plus étranges.
Aucun de nous n'avait jamais eu à traiter une affaire pareille. Mais c'était un être humain, une personne. On devait découvrir son identité. On a ensuite décidé de la faire acheminer à l'Institut médico-légal pour qu'elle y soit inspectée plus en détail. Alors, on a placé cette tête dans une glacière et on l'a transportée jusqu'à la morgue du comté. Le chef Michael O'Brien, le médecin légiste, ainsi que d'autres agents, sont arrivés à la morgue avec une glacière. Ils l'ont ouverte et l'ont posée sur la table. Avec le docteur James Smith également présent, on n'en revenait pas. C'était une vraie tête ou bien une fausse ? Les cheveux avaient presque l'air d'avoir été coiffés. Elle était un peu maquillée, les yeux fermés. En général, quand on retrouve une tête au bord de la route, elle a été altérée par les animaux, les insectes, la météo, la décomposition. Mais là, rien de tout ça. On aurait dit que cette tête était un accessoire hollywoodien, comme celle qu'ils utilisent pour tourner les films. On a donc commencé par établir qu'il s'agissait d'une tête humaine. Les tissus étaient bien conservés, avec une texture caoutchouteuse. Les lèvres étaient fermes, leur forme bien maintenue. Elle était dans une excellente condition. Cette personne avait été très bien embaumée par un professionnel. Quiconque s'était chargé de cet embaumement y avait pris le plus grand soin. C'est ce qu'on fait en général pour rendre le corps le plus présentable possible pour sa famille. Cette personne s'y connaissait bien. La tête avait été coupée après l'embaumement. Elle n'avait pas été coupée à la hâte, d'un coup de machette ou de hache. Non. La lame était passée entre les vertèbres et les articulations et avait coupé la peau à l'avant. On avait certainement utilisé un scalpel ainsi que d'autres instruments très aiguisés. Mais le plus grand mystère de cette tête, je l'ai découvert en soulevant ses paupières. Il y avait des capsules de plastique sur les yeux, une pratique d'embaumement classique. Mais, à notre grande surprise, les yeux avaient disparu. Et en lieu et place, il y avait de petites balles rouges, ce qui était inattendu. On n'avait encore jamais vu une chose pareille. Personne n'avait encore jamais remplacé des globes oculaires par de petites balles rouges. On a conservé certains indices dans cette boîte, parmi lesquels ces balles en caoutchouc rouge. Ça a été un choc et elles sont devenues notre plus gros indice dans cette enquête. On s'est dit que ce serait la clé de la résolution de cette affaire. On a contacté plusieurs pompes funèbres, plusieurs morgues. On se disait que peut-être un établissement, quelque part, utiliserait ces balles rouges. Je m'appelle David Alvarez et je possède la société Alvarez Pompes Funèbres à Ambridge, en Pennsylvanie. J'assistais à un procès dans le comté de Beaver et au même moment, le légiste et Andy Gall étaient également présents et ils parlaient du problème qu'ils avaient avec cette tête. Ils sont venus m'en parler, sachant que je dirige des pompes funèbres. J'ai été très intrigué. Voici une capsule de plastique qu'on utilise pour simuler le contour d'un globe oculaire. En général, à moins que l'orbite ou l'œil n'ait été prélevé, pour un don d'organes par exemple, cette capsule est placée directement sur l'œil.
Elle permet de maintenir la forme de l'œil pendant qu'on prépare et qu'on embaume le corps. C'est un objet extrêmement courant. Mais je n'avais encore jamais vu ces petites balles rouges qui ont été placées dans les orbites de cette femme inconnue. Quelqu'un les y a mises pour combler un vide, puis il a ajouté par-dessus une capsule oculaire pour maintenir la forme normale de l'œil. J'ai consacré un certain temps à interroger des directeurs de pompes funèbres et des embaumeurs. Personne n'utilise de balles de caoutchouc rouge. Puis, après mes recherches, je me suis rendu dans un restaurant où je vais souvent manger de la pizza. Je suis entré, j'ai commandé ma pizza, je me suis assis, et juste à côté de moi, je ne l'avais jamais remarqué, bien que j'ai mangé là-bas de nombreuses fois, il y avait un distributeur de chewing-gum, dans lequel, en échange d'une pièce de 25 cents, on recevait des balles de caoutchouc rouge. On a découvert que ces balles venaient de Chine et qu'elles comptaient parmi leurs jouets les plus largement vendus. On est entré en contact avec la police chinoise, qui nous a dit que ces balles de caoutchouc rouge sont très courantes et qu'il est impossible de suivre leurs traces. Ce n'est pas ce qu'on est censé trouver derrière une capsule oculaire. C'est à mon sens l'un des plus grands mystères de cette affaire. Il est très étrange d'avoir placé ces jouets dans la tête de cette femme à la place de ses yeux. Brand new here, the strange discovery of an embalmed head in the woods of western Pennsylvania has police mystified. La découverte a eu lieu un vendredi en fin de journée. La saison de chasse se terminait. C'était la veille de la fin de la saison du cerf. On ne pouvait pas se permettre de faire une battue en forêt ce jour-là. Alors, 2 jours après la découverte de la tête, on a procédé à des recherches étendues dans la zone. Je me disais qu'on avait de bonnes chances de retrouver d'autres parties du corps dispersées dans cette zone. L'équipe de recherche était composée d'une bonne 50aine de personnes, avec bien sûr des chiens renifleurs de cadavres. Mais ils n'ont rien trouvé. On a quadrillé la zone et on a interrogé tout le monde dans le secteur. C'est là que Jay Grabner est apparu. Il vivait juste en face de l'endroit où on a retrouvé la tête. Le jour de la battue, Jay est sorti de chez lui et il est venu nous trouver pendant qu'on procédait aux recherches. On l'a convaincu de nous suivre au commissariat pour y être interrogé. La tête qu'on avait découverte l'intéressait. Et il était également intéressé par l'adolescent qui l'avait trouvé. Il était en train d'accuser cet adolescent de 15 ans qui avait découvert la tête. Jay voulait être le centre de l'attention. C'est le genre de personne qui veut être écoutée. Il nous a fait des déclarations très étranges. Jay ne nous a fourni aucune information utile, seulement des interprétations. On n'a pas pu tirer de lui la moindre information, ni intéressante, ni utile. Bien sûr, on a aussi interrogé l'ado de 15 ans. J'ai regardé l'interrogatoire du garçon de 15 ans qui a trouvé la tête. Et il n'était pas du tout évasif. Il était très ouvert. Il nous a parlé d'une manière très franche. La version qu'il nous a donnée sonnait très vraie. On a interrogé